Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode euh, traitant de mon adolescence, la troisième partie de ma vie. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à faire ce podcast parce que comme vous avez pu le lire sur mon compte Instagram pour les gens qui me suivent, actuellement je traverse une période assez difficile parce qu'il y a l'anniversaire de la mort de ma mère qui arrive, donc j'ai été pas mal perturbé par tout ça, ça me remue beaucoup, donc il m'a fallu du temps, mais je pense que c'est aussi important que je le fasse. Je pense que si j'ai écrit tout ça, et si surtout j'ai partagé tout ça au podcast, notamment ces derniers mois, c'est pas lié au hasard, parce que j'avais besoin de revenir sur cette voilà, sur mon histoire par rapport aussi à là où j'en suis et par rapport à ce décès. Donc me voilà avec la troisième partie. Il faut faire attention dans ce sujet aussi si vous êtes sensible à des thématiques comme le suicide, comme la violence verbale, physique. Bon, il y a des choses qui vont être encore un petit peu dures. Ça va être moins ardos que la dernière fois, mais ça risque quand même de secouer quand même encore un petit peu. Donc voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Et si vous ne le sentez pas, il vaut mieux arrêter. On se retrouvera la prochaine fois. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que là, ça va vraiment marquer avec cet épisode la fin de mon histoire, ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. En fait, vraiment, bon, il y aura une grosse partie sur l'âge adulte, mais c'est vraiment les conséquences de tout ce que j'ai vécu enfant et adolescent. Donc, dans les prochains podcasts, on sera beaucoup plus dans l'analyse, comme je vous en avais déjà parlé, des choses qui m'intéressent beaucoup plus. Mais il fallait, je le redis, repasser par toutes ces étapes-là pour bien comprendre mon fonctionnement actuel. Je aussi vous rappelle qu'il est important d'écouter ces podcasts dans l'ordre pour avoir la compréhension un petit peu globale. Donc si vous n'avez pas écouté les deux précédents, je vous conseille d'arrêter l'écoute de ce podcast, d'aller écouter les deux précédents et de revenir après. Voilà, donc si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors dans le dernier podcast, on s'était arrêté à ma sortie de l'hôpital psychiatrique, donc quand j'avais environ 9 ans et demi. Ça avait été une période donc très très difficile pour moi. Je vous avais dit que ça avait marqué aussi la fin vraiment de mon enfance. Moi, je considère que mon enfance s'est arrêtée à ce moment-là. Donc me voilà donc à 9 ans et demi, je retourne en CM2 qui était ma classe et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque. Moi j'étais très mal déjà quand j'étais sorti, moi je considère que j'allais pas mieux du tout. Et le truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que tous les copains, enfin tous les enfants de ma classe, je peux pas vraiment dire que c'était des copains, mais tous les enfants de ma classe avaient fait un t-shirt où ils avaient signé et mis un petit mot gentil. Et moi, à l'époque, je l'avais très très mal pris parce que je m'étais dit que c'était une belle bande d'hypocrites, que ça devait venir de la part de la maîtresse, l'idée. Et j'avais pas été en mesure d'accepter ces gentillesses. Moi, je pense qu'après coup, j'étais pas aussi en capacité de comprendre qu'on pouvait être gentil avec moi, mais c'est un truc qui m'avait profondément agacé à l'époque, je me souviens. Quand je suis rentré donc en CM2, après l'hospitalisation, il restait un trimestre et j'avais très très peur de redoubler. C'est un truc qui me terrorisait vraiment, comme beaucoup d'enfants, je pense que c'était un peu la menace ultime. Mais finalement, on m'a fait passer en sixième. Voilà, c'est le conseil de classe et mes parents, je pense, qui ont un peu fait le forcing. Et je me suis donc retrouvé en sixième euh, au collège, très mal, et dans le grand bain directement, quoi. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'école que j'ai fréquentée, moi, donc de la maternelle à la quatrième, c'était la même, en fait. Ça faisait primaire et secondaire, et ce qui fait que, en fait, les gens qu'on fréquentait en primaire, on les retrouvait au collège. Donc c'est vrai que moi, toutes ces histoires de moqueries que j'avais subies de la part des autres enfants de mon âge à l'époque, en lien avec mes troubles du langage, m'ont suivi, c'est-à-dire que je me retrouvais dans la cour et j'avais des petits cons, comme on est des petits cons à l'époque, qui se foutaient de ma gueule parce qu'ils m'imitaient en parlant mal, ou voilà. Donc ça a été quand même assez difficile. J'avais la chance à l'époque, bon, moi j'avais pas beaucoup de copains, mais j'avais la chance à l'époque d'être copain avec le mec populaire du collège, hein, voilà, le beau gosse qui faisait tomber toutes les filles de l'époque. Donc finalement on me laissait relativement tranquille. On m'incluait quand même dans les soirées qui se faisaient à l'époque. Moi j'ai grandi en banlieue, donc c'était vraiment, on allait chez les uns chez les autres, et on faisait des soirées en fait où on picolait, on fumait des clopes, quoi, des conneries, quoi. Donc le fait d'être ami avec ce garçon-là m'a permis d'être quand même un tout petit peu inclus
et d'avoir un minimum de vie sociale. Mais en dehors de ça, moi j'étais le mec bizarre, vraiment ce qu'on appellerait le nerd maintenant, ou le geek, c'est-à-dire que je m'habillais comme pas du tout comme les autres, mais quelques copains c'était des mecs aussi bizarres que moi, et je faisais vraiment partie des mecs bizarres du collège en fait, des mecs pas du tout populaires quoi. C'est même un truc dont j'ai souffert à l'époque, mais maintenant j'en suis assez fier finalement parce que j'avais déjà marqué ma différence là. Et ma différence s'exprimait déjà à ce moment-là. Et en fait, je ne rentrais pas dans le moule et c'est très important pour moi de ne pas rentrer dans le moule. Ça l'a toujours été, je ne voulais pas être comme tout le monde, c'était pas possible quoi. À côté de ça, moi j'étais le mec à l'époque déjà je dessinais, enfant, je dessine depuis tout petit, j'en parlerai d'ailleurs dans un podcast de mon rapport au dessin et à la peinture. Et donc au collège, en fait, j'étais le mec qui dessinait bien quoi. De la classe, j'étais l'un de ceux qui dessinaient le mieux. Donc voilà, moi, je vous le cache pas, j'avais des filles de mon âge qui me demandaient des dessins et je leur faisais des dessins et ça m'attirait leur sympathie, ce qui était plutôt cool, d'autant plus qu'à l'époque, comme beaucoup d'ados, donc là on est autour de mes 12-13 ans, moi j'attendais qu'une chose, c'était de coucher avec une fille en fait quoi. Et le fait de ne pas passer à l'acte, ça me désespérait beaucoup, ça me frustrait beaucoup. Et ça me frustrait beaucoup quoi. J'avais les hormones en ébullition comme beaucoup d'ados. À côté de ça, mes problèmes avec le sexe féminin ont vraiment commencé à ce moment-là aussi. En parallèle de ça. Donc voilà, là je vais mettre énormément de pincettes parce que c'est un sujet qui, je le sais, est très touchy et peut être sujet à polémique. Donc gardez vraiment en tête toutes les violences que j'ai subies enfant qui ont été réalisées 90% par des femmes. Et donc gardez aussi en tête que moi j'avais une vision de la femme à travers le prisme de ces femmes qui m'avaient violenté, vraiment, c'est très important. À l'époque j'avais des grosses difficultés avec les filles de mon âge, c'est-à-dire que déjà le contact physique, ça a déjà commencé à ce moment-là, je ne le supportais pas. Quand on est ado, on commence à se faire la bise, c'est un truc que je supportais pas, vraiment, c'était insupportable pour moi. J'avais une colère contre ces femmes et objectivement je pense qu'il y avait de la frustration de ne pas pouvoir coucher avec elles, effectivement, et d'avoir de petites copines, mais aussi j'étais en colère parce que certaines sortaient avec certains de mes copains et j'avais l'impression qu'elles prenaient ma place aussi, donc c'était très compliqué pour moi du haut de mes 12-13 ans de gérer ça parce que c'était frustrant et ma colère contre la femme est vraiment apparue à ce moment-là et m'aura suivi vraiment pendant des années. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la femme qui était le problème, c'est l'image que ça me renvoyait. Et moi, du haut de mes 12 ans, tout ça, je ne comprenais pas. Vraiment, je ne comprenais pas, je me le suis pris en pleine gueule. Donc, c'était plus facile de haïr quelqu'un que de se questionner sur ce que ça me renvoyait. Et puis, j'avais pas les outils, hein. Clairement, je ne pouvais pas, quoi. Ça, c'était pour tout ce qui s'est passé, donc à peu près au collège, donc juste pour finir là-dessus, jusqu'à la 4e, en fait, j'ai donc été scolarisé au même endroit. Et puis je commençais vraiment à dégringoler dans les notes parce que j'étais très mal en fait et j'étais pas en capacité d'être investi dans mon travail. Je pouvais pas en fait, je faisais plein de conneries, j'étais collé tous les mercredis, donc ça n'allait pas. Après j'ai passé un an de 3e dans un collège ultra bourgeois dans le 6e arrondissement. Je crois que ça a vraiment été la pire année de scolarité de ma vie. J'étais complètement exclu en fait, hein, parce que j'étais le mec de banlieue, c'était tous des Parisiens, enfin c'était rue d'Assas, je me souviens, dans le 6e pour ceux qui connaissent. Et ça a été un enfer, hein. J'ai beaucoup de violence, j'ai subi beaucoup de violence, beaucoup de moqueries, du racket. Il fallait prendre les transports et moi j'avais énormément de mal à prendre les transports en commun parce que j'étais ultra angoissé en fait, quoi. C'était complètement insécurisant pour moi. Il s'avère que la même année, en fait, il y a eu l'attentat à Saint-Michel pour ceux qui s'en rappellent et donc ça m'a angoissé encore plus. Donc ça a été une année horrible, hein, vraiment horrible. Et après on est arrivé au lycée. Mais le lycée, je vais revenir un peu plus tard dans ce podcast. Là, je vais faire une petite pause là-dessus et je vais vous raconter comment ça se passait à la maison sur ce temps-là. À la maison, durant cette période, donc j'étais silencieux en fait. Je souffrais en silence. Je me manifestais pas. J'étais sorti de l'hôpital, donc j'avais bien compris que si je voulais pas y retourner, il fallait pas que je montre que j'aille mal. Aussi émotionnellement, je comprenais pas ce qui se passait. Je me sentais vide, vraiment. J'ai eu quelques manifestations de rébellion contre mes parents.
Mais je comprenais pas bien, je maîtrisais rien. Enfin, c'est un peu comme tout adolescent, je pense, hein. C'est-à-dire que c'était une période de flottement, j'avais pas d'identité vraiment propre, je me calquais malgré tout un petit peu sur ce que je voyais, j'arrivais pas du tout à exister pour moi en fait et par moi-même quoi. Donc suite à ça, donc vers mes 16 ans, je suis rentré au lycée. Donc le même lettre dans lequel j'étais a vraiment commencé à s'installer de façon très forte à ce moment-là. Faut savoir que moi, quand je suis sorti de la troisième, j'ai commencé vraiment à découvrir le cannabis en fait et à en fumer un petit peu au début. Donc au début, comme tout le monde, ça me défonçait, ça me faisait rire. Et en fait, à un moment, ça m'a plus fait rire du tout et j'ai commencé à en consommer énormément, vraiment énormément. Je me levais, je fumais des joints toute la journée avant d'arriver au lycée. Et j'ai compris par la suite que en fait, c'était vraiment pour me désangoisser, quoi, parce que moi j'avais des douleurs au niveau du ventre, mon angoisse se manifestait comme ça. Le fait de fumer du shit à l'époque m'enlevait la douleur au ventre, en fait. Et je pensais plus. Je pensais plus, et ce qui fait que pour que ma journée soit supportable pour moi, il fallait que je sois défoncé toute la journée, quoi. Donc, je suis arrivé au lycée dans cet état-là à peu près, et c'est vrai que ça m'a aussi fait gagner un statut à l'époque parce que j'étais l'un des gars qui fumait le plus, en fait, quoi. J'étais défoncé à sur 24. Ça me rendait cool auprès des autres mecs, sauf que moi je souffrais énormément en fait quoi. Et donc je me suis vraiment enfermé là-dedans. Alors, pour revenir sur le lycée, moi j'avais été dans un lycée qui proposait un CAP d'art graphique parce que j'aimais toujours le dessin. Il s'avère que j'étais recalé parce que j'étais pas assez bon, hein, tout simplement, et que j'avais pas assez bossé, ce qui est finalement pas une mauvaise chose parce que je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait très très peu de gamins qui sortaient de ce CAP et qui trouvaient un travail. Voilà, c'était très compliqué, il y avait très peu de place. Donc je me suis retrouvé un an à être imprimeur en fait aux presses, hein, sur les grosses machines. Bon, évidemment j'ai détesté ça. La carotte qu'il y avait au bout, c'était que si je bossais bien, je passerais donc sur l'ordinateur après à faire de la mise en page, ce qu'on appelait de la PAO à l'époque. Donc c'était de la mise en page, c'était pas très intéressant, mais déjà ça me rebutait moins que d'être derrière une grosse machine à appuyer l'encre et les produire quoi. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, en gros, donc avec un an de BEP aux presses et 2 ans de BEP en tant que PAO. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai échoué mon BEP et j'ai vraiment commencé à tomber dans la drogue, enfin dans le shit en l'occurrence, vraiment à fond. Et j'ai commencé à être déscolarisé sur une période donnée d'environ 3 ans. J'ai été déscolarisé à ce moment-là. À la maison, les choses s'étaient vraiment, vraiment détériorées, ça n'allait pas du tout. J'étais très mal, je parlais plus du tout. Je fumais toute la journée. Mon père travaillait le soir en fait et donc je le voyais pas du tout en fait. Vraiment je ne le voyais jamais et je me retrouvais, ma soeur était partie de la maison et je me retrouvais avec ma mère en fait sur les temps où j'étais pas au lycée et même en dehors. Et là en fait ça bloquait complètement, en fait j'étais incapable de communiquer avec elle, je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais j'étais dans une incapacité complète de communiquer avec elle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche en fait quoi. Elle se plaignait de mon comportement, ça la rendait triste, mais moi j'étais bloqué, et même je me souviens de fois où je la vois pleurer face à une attitude que j'avais, et j'étais dans l'incapacité complète de réagir, en fait. Ça me faisait beaucoup de mal, mais je ne pouvais pas parler, en fait. Il y a eu un suivi psy qui s'est remis en place à ce moment-là, et pareil, ça n'a pas donné grand-chose, parce que, en fait, j'étais pas prêt, tout simplement, à être dans la communication, et en fait, ce que j'avais à dire, c'est que j'avais rien à dire. Je me souviens qu'un psy m'avait sorti cette phrase, une fois. Mon père a essayé un jour de venir avec moi et ma mère au cours d'une séance pour voilà, parler de tout ça. Je m'en souviens parce qu'en fait, pour la première fois, j'avais réussi à lui dire ce que je lui reprochais à mon père. Et en fait, il s'est mis à péter un câble et à hurler, en fait, et à se barrer. Et donc, je me suis vraiment dit, ça sert à rien, en fait, parce que je suis pas dans l'écoute et on me prend pas en compte, on me prend pas en compte ce que je ressens, on me prend pas en compte ma douleur. Donc c'était pas possible, je me suis dit ça sert à rien en fait, et je pense que c'est vraiment l'une des dernières fois où j'ai pleuré à l'époque parce qu'après j'intériorisais énormément, il n'y avait plus rien qui sortait quoi. À mes 18 ans, la situation était vraiment devenue intenable pour moi, c'était ingérable, je souffrais en permanence, j'étais ultra angoissé tout le temps, et donc un soir, j'étais dans ma chambre, je me suis retrouvé sur mon lit, vraiment face à moi-même,
Et je me suis dit, en fait, ça sert plus à rien de vivre, quoi, parce que c'est plus possible, en fait, c'est intenable pour moi, je souffre trop, je me sentais complètement incompris, je me sentais seul, je me sentais rejeté, j'étais en angoisse partout où j'étais, au lycée, chez moi, dehors, c'était plus possible. Donc moi, j'avais un traitement à l'époque qui était du Lexomil, pour ceux qui connaissent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Lexomil et je me suis enfilé la moitié de la boîte, quoi. J'ai eu un atteint de survie qui m'a fait aller prévenir mon père. Et donc, après, je me souviens plus de rien. Je me souviens de me réveiller à l'hôpital le lendemain avec mon père en larmes. Je crois que c'est vraiment la première fois que, et même la dernière que j'ai vu mon père pleurer, hein, vraiment pour moi. Suite à ça, j'ai été hospitalisé dans une clinique durant 3-4 mois parce que en fait ça n'allait pas, quoi. C'était pas possible et c'était le signal d'alarme ultime. Dans cette clinique, je m'y sentais bien, je m'y sentais en sécurité, je pouvais être apaisé, je pouvais aller mal, je me sentais protégé et à un moment donné, il a fallu que ça s'arrête, en fait, parce que c'était des hospitalisations qui n'étaient pas faites pour durer. Donc j'ai dû sortir, on a préparé ma sortie, je suis retourné à la maison et de nouveau ça n'allait pas du tout. Donc j'ai refait une petite tentative de suicide, mais qui était beaucoup plus contrôlée cette fois, et j'ai pris suffisamment pour pas être trop mal, et j'ai été renvoyé à l'hôpital et au même endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je fumais du jour du shit, et je fumais d'ailleurs dans cette clinique. Et puis un jour, on s'est fait gauler en train de fumer du shit, c'était ridicule d'ailleurs. Parce que en fait, il y avait une cour dans cette clinique et qui donnait sur une salle de réunion. Et il s'avère que la salle de réunion, on était en train de fumer du shit, la salle de réunion, il y avait les rideaux qui étaient fermés, donc on s'était dit avec les autres, il n'y a personne, et donc on fume notre truc, sauf que il y avait tous les éducateurs qui étaient là. Donc, bon, c'est assez minable, ce qui fait qu'on s'est fait virer, enfin je me suis fait virer entre autres, et d'autres aussi. Et donc je me suis retrouvé à la maison, en fait, de nouveau. Donc ça a continué comme ça, ma consommation de shit était vraiment de plus en plus forte, j'étais passé au cran au-dessus. Il y a eu des tentatives de cure de désintoxication dans un hôpital à Saint-Germain-en-Laye qui ont été effectuées. La première fois j'y vais, j'avais tout caché dans les chaussettes. Ils me disent chaussures chaussettes, donc j'enlève et il y avait tout, donc ils ont découvert le poteau rose, donc je me suis barré. Et la deuxième fois, en fait, j'ai déclenché l'alarme incendie dans la chambre en fumant un truc, j'avais réussi à le faire passer. Donc enfin bon, ça n'a rien donné. Puis quand bien même j'y serais resté, j'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. Suite à ça, donc j'ai erré encore comme ça pendant 1 ou 2 ans chez moi, sans rien faire. Et j'ai été accompagné par une association à qui je dois beaucoup, qui s'appelle La Montagne Vivra, et qui s'occupait de réinsérer des gamins comme moi, en fait, qui étaient en souffrance, et de les resociabiliser, de leur redonner un boulot. Donc j'ai fait des activités là-bas, de la cuisine. J'ai travaillé bénévolement. Et ce qui m'a vraiment marqué sur ce temps-là, c'est que j'avais une éducatrice donc, qui s'occupait de moi à l'époque. Et un jour, en fait, j'avais séché pendant 2-3 jours parce que j'avais plus envie, en fait, quoi. Et cette femme est venue chez moi me chercher, prendre de mes nouvelles. Elle avait trouvé mon adresse, elle est venue jusqu'à chez moi pour voir comment j'allais. Et là, en fait, c'est la première fois qu'une femme croyait en moi, vraiment. Il s'occupait de moi et je voyais que que mon état inquiétait quelqu'un, enfin que quelqu'un s'inquiétait de mon état, et ça a été hyper important, et je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, parce qu'une femme s'inquiétait pour moi, pour la première fois, et s'arrangeait pour que j'aille mieux. Donc je m'y suis remis, je me suis investi dans ce truc-là à fond, j'ai travaillé une orientation aussi pour retourner dans un lycée après, donc j'avais 21-22 ans. Et donc j'ai été dans un lycée à 21-22 ans, reprendre une deuxième année de BEP. Ce lycée, je lui dois énormément aussi parce que c'était une toute petite équipe, c'était un truc privé, ils m'ont pas lâché, le directeur me faisait chier à longueur de temps pour ma tenue, pour mon comportement, pour mes notes. Mes profs aussi, et je leur dois énormément à ces gens-là. Vraiment, je suis d'une reconnaissance vis-à-vis d'eux éternelle, parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont vachement aidé, quoi. Et sur ce temps-là aussi, j'ai réappris à parler avec les autres, à me resocialiser, à voir que je pouvais avoir des copains. J'ai arrêté le shit aussi à cette période-là suite à une garde à vue que je me suis pris, en fait, parce qu'on m'a chopé dans la rue avec 3 joints, j'ai eu droit aux sirènes, j'ai eu droit aux menottes, et j'ai eu droit à la prison
pendant toute la nuit, donc ça m'a calmé. J'ai arrêté. Et puis suite à tout ça, j'ai obtenu mon bac pro, donc vers 24 ans. Et puis je me suis lancé dans le monde du travail. Donc voilà, j'étais reparti sur le bon chemin. Voilà, c'est la fin de ce podcast pour aujourd'hui, qui a donc couvert toute la partie de ma vie allant de ma préadolescence, c'est-à-dire 9 ans et demi, 10 ans, jusqu'à mes 24 ans finalement, parce que je considère que malgré le fait que j'ai passé 18 ans, j'étais toujours dans l'adolescence. Il y a d'autres choses sur lesquelles je reviendrai plus tard, notamment dans le prochain podcast qui va vraiment être axé sur mon rapport à la femme, parce que je veux vraiment détailler là-dessus à fond pour que les choses soient bien comprises, et puis parce que c'est important pour moi de le faire, parce que je n'ai plus le même rapport à la femme, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vouloir exister à tout prix à travers les yeux d'une femme symbolisant ma mère, et qu'il fallait que j'apprenne à vivre pour moi. Donc ça, c'est important. Malgré tout, ça a été une grande souffrance, j'ai mis du temps à comprendre, et j'ai rejoué les mêmes trucs pendant des années. Bon, la finalité de tout ça, c'est que j'ai compris. Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté vous aura intéressé, aura fait écho à certains trucs chez vous aussi. Et puis donc on va se retrouver dans le prochain podcast où on va vraiment se lancer dans l'analyse ce coup-ci. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode que j'espère être produit un peu plus rapidement que celui-ci. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil sur mon compte Instagram 3615mylife où je continue de raconter ma vie au jour le jour. Abonnez-vous si ça vous dit, likez, partagez et prenez-y aussi ce dont vous avez besoin et laissez le reste. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à vous. Soyez présents pour vous et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao.